Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième webinaire organisé par l'entreprise Anytime sur le thème les loisirs et les sports pour les personnes en situation de handicap. Je suis Antoine Jambon, journaliste spécialisé dans le secteur social et médico-social. Comme vous le savez, ce webinaire s'inscrit dans un cycle plus large ayant pour thème faciliter la vie des aidants. Le but de celui-ci est de vous accompagner dans vos pratiques au quotidien, mais aussi de favoriser les échanges d'expériences. Avant que nous débutions nos discussions, je vais donner la parole à Manon Pantou, chargée de communication et marketing au sein d'Anytime, qui va nous en dire plus sur les objectifs et la philosophie de ces différents rendez-vous. Merci beaucoup Antoine. Bonjour à tous. Dans un premier temps, je voulais juste remercier les intervenants parce que c'est pas forcément un exercice facile de se prêter à l'exercice du webinaire. Et en attendant un tout petit peu les prochains participants, je vous propose de tous se dire bonjour. On va attendre un tout petit peu encore. Pour l'instant, il manque encore des personnes qui étaient inscrites. Si vous arrivez seulement sur le webinaire, donc vous êtes bien au webinaire sur le loisir et sport pour les personnes en situation de handicap. On va commencer dans quelques minutes. Voilà, juste le temps pour les dernières personnes de se connecter. Allez, je vais laisser une dernière minute et après on démarrera ce nouveau webinaire. Bonjour à tous. Allez, je vais vous proposer de commencer du coup. Comme vous le savez, ces webinaires sont organisés par Anytime dans un but bien précis. C'est apporter des réponses concrètes et ouvrir le débat sur des sujets clés qui touchent le secteur médico-social. Certains d'entre vous peuvent se poser la question pourquoi Anytime s'investit autant dans ce domaine. C'est parce que depuis 10 ans maintenant, Anytime est aux côtés des structures du médico-social pour relever leurs défis quotidiens de gestion des dépenses. Notre mission, clairement, c'est de simplifier votre vie et celle de vos équipes. Comment ? En proposant des cartes de paiement couplées avec une plateforme d'administration et de suivi ultra intuitive. Pour résumer un peu tout ça, en fait, ça signifie que vous pouvez offrir à vos équipes et aux personnes que vous accompagnez des cartes de paiement 100% modulables. Que ce soit à partir du montant injecté, les limitations d'utilisation de la carte, tout est personnalisable, ce qui permet en fait de garder le contrôle sur les différentes dépenses qui peuvent être réalisées au quotidien sans aucune prise de tête pour vous et pour les utilisateurs de ces cartes. Ce n'est pas tout. Il faut savoir qu'on offre également en fait une plateforme pour garder un œil sur les différents comptes et flux qu'il peut avoir là-dessus. Donc, vous pouvez suivre l'ensemble des mouvements financiers en temps réel, générer des rapports comptables en quelques clics seulement et le tout sans frais cachés. Donc, la promesse d'Anytime est assez simple, c'est plus d'autonomie, moins de risques et une gestion facilitée des finances des établissements du secteur médico-social. Si on est aussi impliqué dans l'organisation de ces webinaires, c'est parce que depuis 10 ans, en fait, les défis de nos clients sont devenus les nôtres. Nous avons à cœur d'offrir non seulement des solutions pratiques au quotidien, mais aussi du contenu de qualité qui répond aux différents enjeux des établissements du secteur médico-social. Voilà, je pense que j'en ai assez dit. Je vais laisser la parole à Antoine, en tout cas notre journaliste, pour lancer la discussion. Antoine, c'est à vous. Merci Manon. Alors, donc effectivement, on va débuter nos échanges sur cette thématique de l'accès au sport et aux loisirs pour les personnes en situation de handicap. On a pu prendre conscience à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques à quel point le sport peut être un puissant vecteur d'épanouissement personnel, mais pour autant de nombreux publics, notamment les personnes en situation de handicap, rencontrent un certain nombre de difficultés pour accéder à toutes ces pratiques. Quel constat peut-on dresser dans ce domaine? Comment expliquer ces différents obstacles et surtout comment tenter de les surmonter, ça va être l'objet de la discussion. Pour répondre à toutes ces questions, je suis ravi d'accueillir donc Emmanuelle David, directrice générale du réseau Loisirs Pluriel,
et Yannick Calais, référent sport de la maison départementale pour les personnes handicapées de Belfort. Donc merci d'être présent pour cette émission. Comme le disait Manon, être en direct, c'est pas un exercice facile. Donc je vous remercie d'être présent. Je vous rappelle que cette émission d'ailleurs est interactive, que vous avez la possibilité de poser vos questions grâce à l'icône en bas à la droite de votre écran. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos interrogations. Moi j'ai un petit chat à la droite de mon écran aussi, donc je vais voir apparaître les questions et on va se réserver la possibilité d'y répondre, mais simplement durant la dernière partie de ce webinaire pour pas trop perturber les échanges. Alors moi, je vais me tourner, enfin, elle est en face de moi, mais je me tourne quand même vers Emmanuel David pour cette première question. Vous êtes directrice générale du réseau Loisirs Pluriel. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots justement ce réseau et ses principales activités? Bonjour. Alors, le réseau Loisirs Pluriel, c'est un ensemble de 30 structures, des centres de loisirs pour des enfants de 3 à 13 ans. Des espaces jeunes pour des jeunes de 13 à 18 ans et des pôles ressources handicap pour accompagner les structures de droit public dans l'accueil des enfants en situation de handicap. La particularité du réseau Loisirs Pluriel, c'est d'accueillir les enfants en mixité, à parité, enfants en situation de handicap ou non, et quel que soit le handicap. On n'a aucune condition d'accueil. Très bien. Je pose. On a bien compris ce qu'était le réseau Loisirs Pluriel. Yannick Calais, on connaît, on sait ce que c'est que les maisons départementales. Alors, on peut peut-être le rappeler, parce que peut-être certaines personnes ne le savent pas, mais c'est assez connu, les fameuses MDPH. Vous êtes référent sport. Alors ça, c'est moins connu par contre à l'intérieur de la maison départementale pour personnes handicapées de Belfort. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement l'activité de ce service entre guillemets sport au sein de la MDPH de Belfort? Bonjour, oui, effectivement, les MDPH ne sont peut-être plus à présenter puisqu'elles sont présentes suite à la loi du 11 février 2005. Donc chaque département en France doit et a une MDPH. Ce qui est moins courant, effectivement, c'est d'avoir un référent sport. Le sport est effectivement un objet reconnu depuis la loi du 11 février 2005. Avant 2005, c'était considéré comme un luxe. On va dire qu'une personne en situation de handicap fasse une activité, qu'elle ait des besoins de matériel. On verra par la suite, sans doute dans les débats ou les questions, ce qui pourrait les aider à faire des activités. Mais en tout cas, c'était considéré comme un luxe. Mais depuis la loi de 2005, effectivement, le projet de vie sportif fait partie d'un projet de vie au même titre que Emmanuel est là, donc l'accès aux loisirs, l'accès à l'école, l'accès aux soins, l'accès au logement, l'accès au travail, au transport. Et ce qui fait la particularité, effectivement, alors c'est encore un peu dommage, je dirais, mais la particularité dans le territoire de Belfort, c'est que le choix a été fait, effectivement, qu'il y ait une personne physiquement présente pour orienter, accompagner les projets de vie sportifs. Et quand je dis malheureusement, c'est que ça ne devrait pas l'être. Alors je ne veux pas rentrer dans un sujet trop vif également maintenant, on pourra sans doute en débattre également si vous le souhaitez, mais effectivement, moi qui suis effectivement très attiré et très sensible sur la partie sportive, c'est un droit commun et je pense qu'on devrait pouvoir le développer et les MDPH sont là, donc j'espère en tout cas que notre approche et puis tout ce qu'on peut mettre en place et communiquer pourra servir, aider, accompagner d'autres départements et d'autres MDPH et d'autres acteurs à développer ce projet sportif. Ouais. Très bien, donc c'est une bonne pratique à diffuser. On va effectivement en parler plus dans le détail de toute la richesse de vos activités au sein de la MDPH de Belfort. Peut-être essayer déjà de prendre la mesure des difficultés, de la nature et du volume des difficultés justement que peuvent rencontrer des personnes en situation de handicap lorsqu'elles veulent accéder au sport et aux loisirs. Je reste avec vous, Yannick, mais c'est quoi justement ces principales difficultés? C'est quoi les principaux obstacles? On le disait en introduction de l'émission,
on a l'impression, mais ça c'est peut-être pour les caméras, hein, pour le spectacle, qu'on a franchi un cap avec les succès des Jeux paralympiques, mais après il faut revenir au quotidien, à la réalité. C'est à quoi on se heurte quand on est en situation de handicap et quand on souhaite pratiquer du sport. Ouais, effectivement, vous parlez des Jeux olympiques, donc ça peut être une bonne approche. Alors je dirais qu'un des premiers freins qu'auraient pu lever les Jeux, c'est justement de se dire, ben, les personnes qui ont une difficulté, alors on l'a vu pendant les Jeux paralympiques, difficulté motrice, et c'est la première fois, et là j'ai vraiment aimé que les caméras osent, pour une fois, filmer. On a l'image du nageur, brésilien. Alors c'est vrai qu'il y a des corps qui sont abîmés, des corps qui sont, voilà, assez meurtris, et qui, bah, pourtant font des performances, et les médias s'y sont intéressés. Alors je dirais une des premières barrières qui est dans les esprits a pu être en partie déjà levée et montrer qu'effectivement c'est possible de faire une activité. Une des deuxième barrière, on est vraiment sur des problématiques de matériel en ce qui concerne des publics qui ont une déficience motrice, visuelle. On pourra, c'est vrai qu'il y a des il peut exister des carabines à visée sonore, enfin des matériels qui sont vraiment très spécifiques pour des personnes non-voyantes, par exemple, mais qui font défaut si le matériel n'est pas présent. Certains, sportifs ne peuvent pas accéder à leur pratique. Si je reste dans l'imaginaire collectif, on a souvent tendance dans le mot handicap, hein, si vous faites une petite étude comme ça, quand on imagine le mot handicap, quand on donne une image, on a souvent tendance à voir une personne dans un fauteuil. Alors c'est pas que cette image-là, mais si, on est un peu dans cet imaginaire autour du handicap, ben, on comprend très bien qu'une personne qui doit faire une activité sportive sans fauteuil ne pourra pas la faire, si elle n'a pas le matériel. C'est du matériel qui est très coûteux. Donc voilà, je dirais le deuxième frein, ce sera le matériel. Un troisième frein, sera les formations, je dirais, ou l'accueil de publics qui, pour moi, tendent à être de plus en plus nombreux, des publics qui ont des difficultés de comportement. C'est une déficience effectivement qui est reconnue également, sur des problématiques psychiques, de comportement, troubles intellectuels, et qui peuvent perturber effectivement des clubs ou des accès à des offres sportives. Voilà, donc je dirais c'est les 3 freins pour moi. Il y en aurait d'autres, mais par exemple sur le transport, mais vraiment les 3 freins, si je les résume, c'est l'image, enfin la société, le regard de la société, on le lève, le matériel, et puis effectivement la formation pour accueillir des publics qui ont des difficultés de comportement. Ouais. D'accord, très bien. Emmanuel, est-ce que j'imagine que vous partagez une grande partie des constats de Yannick, mais qui évoque effectivement les freins culturels, hein, mais ça c'est progressif, hein, ces freins culturels. Après, il y a des choses peut-être à lever. En matière en matière d'accès au matériel, à lever des obstacles à lever peut-être plus vite. Moi, je voulais, alors je vais vous laisser répondre, mais je voulais peut-être ajouter un autre élément peut-être à la réponse de Yannick, et vous poser la question aussi, puisque Yannick évoquait la formation des équipes. Est-ce qu'il y a un effort à faire aussi, tout simplement, je pose les pieds dans le plat, hein, du côté du secteur médico-social, pour justement sensibiliser un peu plus les travailleurs sociaux à la nécessité pour les personnes en situation de handicap de faire du sport, parce que je sais que c'est pas toujours évident. Donc je vous pose la question. Après, vous pouvez évoquer évidemment d'autres obstacles si vous en avez dans l'esprit. Alors oui, moi, tout à l'heure Yannick parlait du luxe que pouvait représenter le sport. Très clairement aujourd'hui, les loisirs au sens plus large, hein, alors centre de loisirs, vacances, autres, c'est un vrai luxe. Ça arrive bien après tout ce qui est financé par les MDPH, par l'ARS, par les conseils départementaux et ainsi de suite. Un frein dont parlait Yannick sur la société, je pense on va vers du mieux, faut se le dire quand même, on va vers du mieux dans l'inclusion, que ce soit par le sport ou par les loisirs. Pour autant, aujourd'hui, l'inclusion, ça fonctionne avec les personnes qui sont en situation de handicap, sans trop de difficultés derrière. Là où je rejoins parfaitement Yannick, c'est effectivement sur les handicaps TND, troubles du comportement, spectre du trouble autistique, où là, on est
confrontés à des difficultés de violence, de comportement, des besoins d'être un petit peu plus isolés. Nous, à Loisirs Pluriels, on accueille les enfants, c'est maximum 24 enfants. Dans le milieu ordinaire, 24 enfants, ça existe quand même très peu. Donc, un enfant qui a des troubles du comportement ou qui peut avoir des accès de violence, en fait, il a besoin aussi de pouvoir être un peu éloigné du groupe, de pouvoir. Donc, ces difficultés-là, elles sont aussi d'ordre matériel. Dans un centre de loisirs ou dans un centre de vacances, en fait, il y a beaucoup de monde et parfois, il n'y a pas l'espace nécessaire pour mettre un petit peu, pour isoler un peu ces enfants et qu'ils puissent retrouver quelque chose de plus zen avant de retourner dans le collectif. Donc, voilà. Après, sur les formations des travailleurs sociaux, aujourd'hui, je pense que, encore une fois, le loisir, le sport, c'est pas une priorité dans les établissements. Alors, le sport et le loisir au sens large, ça en fait partie, mais permettre du collectif, de la mixité et permettre à des enfants, à des jeunes et même à des adultes ou des personnes âgées de sortir un petit peu de l'établissement et d'aller vers ce milieu ordinaire pour pratiquer du sport ou des loisirs, ça tend à aller mieux. Je ne sais pas si c'est une question de formation ou si c'est plutôt une question aussi de volonté, de possibilité de sortir un petit peu de ce qu'on fait au quotidien. Très bien. On a évoqué ces jeunes. Juste, je fais une petite parenthèse puisque vous avez vraiment, vous avez évoqué le sujet de ces jeunes avec des comportements, des situations de handicap qui génèrent des comportements des fois pas faciles. Juste quelques mots parce que c'est sans doute peut-être une nouveauté pour certains. Est-ce que vous avez le sentiment que justement ces jeunes en situation de handicap, et peut-être de handicap moins visible que le fameux fauteuil, Yannick, est-ce que ils sont de plus en plus nombreux dans ce que vous pouvez dans les publics que vous pouvez croiser? Est-ce que c'est un vrai phénomène? Est-ce que c'est un phénomène qui mériterait peut-être d'être un peu plus mis en lumière qu'actuellement? Alors peut-être Yannick, je vous laisse réagir sur ça. Après, je peux apporter un élément effectivement qu'on a eu à la MDPH là très récemment et qui m'a surpris. On a fait une extraction. Ce qu'on appelle une extraction à la MDPH, c'est qu'on est parti d'une base d'enfants. Pourquoi les enfants? Pourquoi les 3-20 ans? Parce qu'il faut bien commencer par un stade et pour nous, effectivement, les moins de 20 ans sont considérés comme des enfants. Et on a fait une extraction qui nous permettait d'avoir une cartographie des publics. Et là où j'ai été très surpris, je disais, c'est que les jeunes qui ont des troubles psychiques, du comportement, alors ça peut être aussi des enfants autistes qui peuvent avoir des troubles du comportement, représentent 29%. Et c'est la plus forte proportion de nos usagers. À côté, vous avez des publics qui peuvent avoir des troubles intellectuels, mais sans difficulté de comportement. Parfois, c'est même plus facile parce que dans les activités, vous allez adapter les dimensions, vous allez pouvoir répéter des consignes, vous allez prendre un peu plus de temps. Mais au niveau du trouble du comportement, c'est déstabilisant pour nos clubs. Ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas comment gérer un comportement qui est inadapté. Emmanuel parlait tout à l'heure de violence. On peut se retrouver avec des jeunes qui ont de la violence pour eux ou pour les autres et puis qui ne savent pas réagir. C'est un trouble parce qu'ils sont dans le stress, c'est dans une problématique que le professionnel a appris, que le club et l'offre dans le droit commun n'a pas appris et c'est compliqué. C'est-à-dire que moi, mon métier, il m'amène également à les aider, à leur faire comprendre, à les accompagner. Et c'est ça qui m'a surpris en fait, que la déficience qui pour moi n'était pas du tout la plus représentative de notre département, mais je pense qu'à l'échelle nationale, ça serait intéressant de voir justement à l'échelle nationale ce que ça donne. Mais en tout cas, dans notre département, enfin, pour moi, ça a été une grande surprise. Effectivement, à côté, vous avez 2-3% de jeunes qui ont des difficultés plutôt visuelles ou auditives. Vous voyez, en comparaison, enfin, pour moi, c'est énorme. Ça m'a stupéfait. Et ce qui veut dire qu'il faut qu'on puisse orienter également nos actions, nos accompagnements, en tenant compte,
on essaie de l'anticiper parce que c'est très récent, hein, en fait, depuis 2020. Alors je ne sais pas si, vous avez souvenir de ce qui s'est passé en 2020. Je ne veux pas faire de parallèle, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, ça fait 4 ans qu'on sent qu'il y a une montée comme ça effectivement dans les sollicitations et pour lesquelles je n'avais pas ou très, très peu de solutions. Donc il faut bien effectivement anticiper, mais je ne m'attendais pas effectivement à une telle proportion quoi, en fait, ouais. Très bien. Emmanuel, est-ce que vous partagez un peu les mêmes constats et est-ce que alors évidemment, hein, vous faites référence à ce fameux confinement qui a perturbé, on le sait, beaucoup de jeunes. Alors je sais pas si ça s'est concrétisé après par des comportements difficiles par la suite, mais en tout cas il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup souffert en termes de sur le plan psychique de ce confinement. Est-ce que vous faites le même constat? Et surtout, moi, j'aimerais vous lancer la balle puisqu'on va s'intéresser aussi aux solutions pour favoriser l'accès de tous, toutes les personnes en situation de handicap au sport. Est-ce qu'il y a aussi un effort à mener à vraiment pour concentrer un certain nombre d'actions justement sur ces publics jeunes qui ont des difficultés de comportement et j'imagine que ça doit être un frein pour qu'ils puissent pratiquer le sport dans de bonnes conditions ou accéder aux loisirs. Alors ouais, je partage complètement. Moi, je suis arrivée en 2021 au réseau Loisirs Pluriel. Entre 2021 et aujourd'hui, on est passé de entre 35 et 38% d'enfants et jeunes avec des TND à aujourd'hui entre 50 et 60% du public qu'on accueille. Donc c'est vraiment énorme cette proportion. Après, on parlait de formation et je pense que là, la formation est hyper importante. Je rejoins Yannick. Aujourd'hui, dans le milieu ordinaire, on n'est pas prêt, on n'est pas formé à accueillir ces jeunes dans des bonnes conditions pour permettre à tout le monde d'être en sécurité, que ce soit dans le sport ou dans le loisir. En fait, il y a un moment donné, il faut sécuriser le jeune, le groupe, l'équipe. Et je pense qu'une des solutions, là, c'est vraiment la formation des équipes aussi. À savoir réagir et pas sur-réagir, parce que parfois c'est aussi ça la difficulté. Pour répondre à votre question sur les solutions, aujourd'hui, nous on essaye de mettre en place effectivement des formations pour des animateurs. Il faut quand même se dire que les animateurs Loisirs Pluriel, ce sont des jeunes ou des moins jeunes en contrat d'engagement éducatif, donc c'est plutôt l'engagement et la volonté d'être sur ce projet qui les amène à Loisirs Pluriel. On est pour nous dans un cadre cocon et je pense que c'est important. Les solutions, enfin une des solutions, c'est de pas être dans des groupes de 50, 100, 70 personnes. Enfin voilà, on essaye de réduire le groupe et d'être le plus possible à l'écoute des besoins de ces enfants, de ces jeunes, parce que parfois il suffit pas grand chose en fait. Il faut parfois juste désamorcer ce qui a créé l'accès de violence, la crise ou tout simplement le fait d'être focalisé sur quelque chose. Voilà, parfois c'est un tout petit truc qui permet de désamorcer la situation. Et pour autant, pour ça, il faut qu'il y ait un peu de monde et il faut que ces personnes-là soient formées et qu'elles sachent comment réagir. Très bien. Sur les solutions, alors on évoquait effectivement ces publics qui prend de plus en plus d'ampleur. Yannick, vous évoquez au-delà de la formation la question des équipements. Vous évoquez la bonne situation justement du territoire de Belfort en matière avec un référent sport et sans doute des équipements qui vont avec. Mais est-ce que selon vous, puisque vous soulignez dans vos premiers propos que justement c'était un peu une exception, est-ce qu'il y a pas un problème aussi d'inégalité entre les territoires sur le plan des équipements? Moi, j'aimerais vous entendre sur ça parce que vous avez peut-être pas une vision à 360, mais vous devez quand même avoir un peu conscience de ce qui se passe aussi dans les autres territoires. Alors effectivement, alors pour nous, dans le territoire de Belfort, ça nous paraît tout à fait logique de posséder un parc de matériel assez conséquent. Quand je dis assez conséquent, je ne vais pas vous donner le nombre de fauteuils et autres, plutôt une somme. C'est vrai qu'en
En l'espace d'une 15 ans, une quinzaine d'années, on a réussi à réunir des partenaires privés ou publics qui nous ont permis de pouvoir investir 300 000 € de matériel, ce qui est conséquent, en tout cas pour notre département. Et ce matériel-là est à disposition des usagers du département. Les usagers, ce sont les familles, ce sont les clubs, ce sont les écoles qui accueillent des élèves qui ont une déficience. Alors je dirais pour nous, ça paraît maintenant dans le pot commun, et puis on l'utilise et on a des partenariats MDPH, service public, et clubs qui nous aident également à pouvoir accompagner les usagers qui viennent à la MDPH. Et en contrepartie, la MDPH, donc le référent sport, accompagne également les clubs dans leur démarche d'être propriétaires de matériel. Donc je dirais ce matériel répond à la problématique des sportifs qui ont une déficience motrice, visuelle également. On peut avoir des carabines à visée sonore, des Petra, des Crank-Cycles, voilà, tous des noms un peu barbares, mais qui, pour ceux qui s'y reconnaissent, savent que c'est du matériel qui est indispensable pour la pratique. Là où on est moins bon, et puis là où on a essayé de chercher des solutions également, c'est de permettre au club d'être accueillant pour des jeunes qui peuvent avoir des troubles du comportement. Alors moi, ce que je dis effectivement quand j'arrive vers les clubs, c'est que vous avez un jeune à qui on va autoriser peut-être de prendre la parole. Vous faites du judo, par exemple, vous avez des disciplines qui, par nature, vont être plus adaptées à des jeunes qui peuvent avoir des troubles du comportement. Le judo, l'escalade sont des activités qui vont être par nature plus accueillantes, bienveillantes. Par contre, il peut arriver que les jeunes se disent: «Oui, mais attends, moi, mon entraîneur, il accorde plus de dispo à l'autre, il lui donne plus de temps, alors que finalement il est moins respectueux». Non, c'est pas parce que c'est ce que je dis au club, expliquez bien que c'est pas votre préféré, le jeune qui arrive là. C'est qu'il a besoin d'un peu plus de temps, c'est qu'il a besoin d'une adaptation différente. Il faut expliquer également aux familles. Il peut y avoir des familles qui soient là, puis qui se disent: «Mais attends, c'est quoi ce gamin là? Moi, mon enfant, on le retient dès l'instant où il a fait un mouvement, où il parle, on va lui faire reprocher, et puis l'autre à côté là, il est en train de faire le tour de la salle, on le laisse faire, et voilà, qu'est-ce qui se passe?» Donc c'est d'expliquer aussi à tout le monde pour que tout le monde se sente bien, se sente à l'aise. Et bien souvent, dans l'offre sportive, quand on a un conseil d'administration qui est bienveillant et accueillant, ça se passe bien. Je vais prendre l'exemple d'un de nos clubs. Ce sont les jeunes de compétition de 14 ans en handball qui viennent accueillir le samedi matin des jeunes qui ont des troubles du comportement, qui sont en IME ou en ITEP, ou qui ont vraiment des gros troubles du comportement. Et c'est les jeunes de 14 ans qui les accompagnent individuellement. Parce que le conseil d'administration de ce club-là a un projet sportif orienté vers l'accueil de publics qui ont des besoins. Ils ont trouvé cette solution-là, qui est une solution géniale. Un autre club va faire des demandes de financement auprès de l'État ou de partenaires privés pour salarier un ou plusieurs éducateurs sportifs dans le club. Donc c'est la structure d'offre de droit commun qui va trouver des solutions pour embaucher un professionnel de l'activité et de l'accompagnement de publics qui ont des troubles, pour accompagner ces jeunes. Et en même temps, on se sent bien dans ce club-là parce que l'ensemble des adhérents participent au projet. Vous avez un enfant autiste ou qui a des troubles du comportement qui se met à crier, à hurler. En escalade, en général, on est plutôt sur quelque chose d'assez calme, d'assez posé. Personne n'a un regard malveillant sur l'enfant en disant: «Mais vous, papa, vous devriez faire quelque chose là». Non, non, on sait que l'enfant, il est là pour des raisons très précises et que chacun participe autour de ce projet-là. Donc, les solutions, on en a. Par contre, au vu, et puis je vois les pourcentages qu'Emmanuel disait tout à l'heure, on passe de 30% à quasi 60% de jeunes qui ont ces troubles-là de comportement. Il faut qu'on puisse avancer, anticiper au mieux les adaptations. Voilà. On cherche les solutions. Voilà. Très bien, merci beaucoup Yannick. Moi, je souhaitais vous faire réagir aussi, Emmanuel, peut-être au-delà des solutions, sur les initiatives que mène le réseau Loisirs Pluriel. Vous avez beaucoup insisté, Yannick a beaucoup insisté sur la nécessité de mobiliser le droit commun, de créer des conditions un peu de mixité pour qu'on comprenne la situation de cet enfant ou de cet adulte d'ailleurs en situation de handicap qui vient pratiquer du sport aux côtés des valides. Est-ce que c'est vraiment un axe fort aussi de votre réseau d'insister sur cette question de la mixité? Comment vous
Est-ce que c'est vraiment l'alpha et l'oméga de toutes vos initiatives à Réseau Loisirs Pluriel, cette question de la mixité pour faire bouger la société? Ouais, complètement. Chez les enfants, la mixité, elle est dès le départ. Donc, on les accueille à 3 ans jusqu'à 13 ans au centre de loisirs. La mixité, elle est complète parce que le centre de loisirs accueille autant d'enfants en situation de handicap ou non. Et toutes les activités sont adaptées à tous les enfants. On a souvent des enfants qui ne vont même pas voir le handicap. Ils comprennent qu'il y a un truc qui est un peu différent. Ça n'a pas d'importance. Et en fait, nous, on fait le pari que à partir du moment où les enfants grandissent dans ce milieu-là, avec ces enfants différents, en fait, l'avenir. Alors, la période adolescente est toujours un peu compliquée, mais ça, c'est pas une question de handicap ou non. Donc, on est vraiment sur un adulte en devenir qui acceptera la différence et qui saura réagir face au handicap, quel qu'il soit. Chez les ados, on a, je le disais tout à l'heure, cette période adolescente un petit peu complexe, qui fait que même les enfants qui ont passé 10 ans chez Loisirs Pluriel, au moment de l'adolescence, ils vont pas sur l'espace jeune ado. Ils vont dans un milieu ordinaire qui est beaucoup plus flexible. Du coup, nous, on va chercher cette mixité autre part. On va la chercher à l'extérieur et c'est là où les partenariats sont hyper importants et sont complètement divers et variés. Ça peut être du partenariat sportif, on va vraiment chercher le sport aussi. Il y a certains enfants, certains jeunes qui ne pratiquent vraiment aucun sport, donc ils découvrent. Aller au bowling, aller à la patinoire, ça se fait pas toujours. Donc ça se crée avec Loisirs Pluriel, mais on va aussi créer des partenariats avec le milieu culturel, avec les arts, avec la cuisine. Enfin voilà. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'à un moment donné, voir débarquer un groupe de 10 adolescents en situation de handicap, quel qu'il soit, fauteuil, pas fauteuil, invisible ou visible, en fait, dans une structure ou dans un musée, parfois ça peut être un peu difficile pour les visiteurs, pour les clients. Et pour autant, c'est ce qui fait et c'est ce qui permet aussi la véritable inclusion. D'accord, oui, c'est pas plus mal en fait de bousculer un peu l'ordre établi et la société dans ses vieilles habitudes. D'accord, très bien. Une dernière réaction peut-être de Yannick, puisque sur cette question de la sensibilisation, hein, vous travaillez avec de nombreux clubs de sport. On a vu tous les efforts que le département avait mené justement sur cette question de l'équipement. Moi, je me permets aussi de revenir sur cette fameuse question. Est-ce que il y a un travail à mener? Est-ce que vous menez un travail aussi en direction des structures médico-sociales, hein, qui accueillent et accompagnent au quotidien des personnes en situation de handicap? Parce que alors, c'est sans doute que les mentalités sont pas identiques dans tous les territoires, mais c'est vrai que c'est pas forcément dans l'ADN peut-être du médico-social que d'intégrer la pratique du sport dans l'accompagnement des personnes. Vous parlez de matériel, d'équipement. Alors, on a, et je ne vais pas revenir dessus, c'est dans Bourgogne-Franche-Comté, on a fait le choix effectivement que ce soit des structures privées, associatives, qui bénéficient du matériel qui va ensuite être mis à disposition de structures médico-sociales. Les structures médico-sociales ont en général un Profapa. Et d'ailleurs, c'est, je crois, très nouvellement une obligation au moins qui est un Profapa, donc activité physique adaptée, pour valoriser justement la pratique sportive dans les structures médico-sociales. Maintenant, quand vous avez 6 jeunes qui veulent faire du basket, c'est alors sans faire de publicité, une grande chaîne de magasins française vient de lancer une gamme en septembre 2023 de fauteuils qui sont à 2000, 2500 €. Avant ça, les fauteuils, vous les commandiez en Allemagne ou aux États-Unis et c'est des fauteuils à 4 000 à 5 000 €. Si vous voulez le moins de petit matériel, un vélo ou un tricycle, les sommes sont exorbitantes. Donc, à moins effectivement, pour certaines structures médico-sociales vont créer une association qui sera un peu la transition entre l'association de l'établissement et l'établissement pour investir du matériel et trouver des partenaires financiers, privés, publics ou autres. C'est pas forcément évident non plus de faire le choix du matériel. Quand vous avez plusieurs jeunes et plusieurs pathologies,
il vous faut le varier aussi, ce matériel. Donc c'est pour ça que s'appuyer sur une ressource départementale associative, en l'occurrence c'est le comité départemental handisport dans le territoire de Belfort, qui a fait le choix d'être propriétaire de cette gamme, parce qu'il faut l'entretenir, il faut le mettre à dispo, il faut le varier. Il va permettre aux structures médico-sociales de goûter à ce matériel. Et quand je dis goûter, c'est est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il correspond, est-ce que c'est la bonne taille, est-ce que ça correspond à mon public. Et là, effectivement, c'est plus facile de se dire, OK, on va aller chercher un partenaire et cette fois, on va financer notre propre matériel, on sait ce qu'on veut. Ça peut être aussi parfois, au lieu d'un vélo à tricycle à 3 000 €, vous achetez des grosses roues stabilisatrices qui vont faire l'affaire et ça coûte moins de 200 €. Vous voyez, on est beaucoup dans les chiffres. Et vous parliez tout à l'heure de droit commun. Alors, je suis à la MDPH dans le territoire de Belfort et au cœur de ces projets de vie, la MDPH ne peut pas tout financer. Pourquoi? Parce que certains publics ne rentrent pas dans le cadre, tout simplement. Vous avez des publics qui sont trop déficients pour faire une activité en étant debout, mais pas suffisants pour être éligibles à une aide technique sur du matériel. Tout comme vous avez des jeunes qui peuvent avoir des aides à l'école, d'avoir une auxiliaire scolaire. L'école est obligatoire. Autant pour les pratiques de loisirs ou sportives, ils n'ont pas l'AEH. Alors, je ne veux pas être trop technique, mais une allocation pour enfants handicapés, ils n'y ont pas droit parce que leur pathologie n'ouvre pas ces droits-là. Et pourtant, quand ils sont dans le club, ils mettent en péril le club qui ne peut pas du tout faire face à cet enfant. Donc, d'un côté, à l'école, effectivement, ils ont des auxiliaires, et puis de l'autre côté, pas du tout. Très bien, donc on le voit, il y a aussi une question de politique, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais presque un débat autour de la tarification et la question de l'octroi aux droits des personnes en situation de handicap. Peut-être on a évoqué les initiatives, un certain nombre de difficultés récurrentes, mais Yannick, il faut quand même peut-être aussi rappeler les bienfaits, parce que c'est l'objectif, les bienfaits de la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap, pratique sportive, pratique de loisirs. C'est quoi les grands bienfaits? Il faut peut-être en parler quand même de ces bienfaits. Alors pour moi, je dirais c'est une bonne et une mauvaise question. Dans la mesure où les bienfaits pour une personne en situation de handicap vont être les mêmes qu'une personne qui veut pratiquer une activité. Vous faites une activité pour aller rencontrer des amis, des copains, une ouverture sociale, pour vous défouler, pour de la compétition, pour du loisir. Enfin, avec cette dimension en plus de la personne qui a des difficultés parfois dans sa vie de tous les jours, difficultés pour se déplacer, faire un transfert dans une voiture, il y aura un intérêt également de faire une activité sportive avec une dimension, je dirais, peut-être moi je les mettrais sur les deux, c'est-à-dire une personne lambda ou une personne qui a une déficience. Alors, si je reviens, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de publics qui avaient une difficulté plutôt de comportement. Moi, on me dit encore récemment, on a des jeunes qui ont des difficultés à l'école, qui ont des difficultés dans le cadre familial, dans le domaine médico-social. Ils sont en échec de relationnel. Et pourtant, dans l'activité sportive, c'est là où ça se passe bien. Ils se défoulent, ils sont heureux, ils sont contents et ils attendent qu'une chose, c'est d'avoir leurs 2 heures d'activité en club parce que ça se passe bien. Donc je dirais au-delà de tout, l'activité et circulation sanguine, oxygène, tout, etc. Enfin, c'est positif. Après, moi, je suis convaincu, c'est sûr. C'est pour ça que je fais ce métier-là. Ouais, bon, on est tous à peu près convaincus. Je voudrais qu'Emmanuel réagisse souvent sur ce sujet parce qu'il y a effectivement les bienfaits pour la santé, la fameuse circulation sanguine, et l'oxygène, etc. Mais il y a aussi un enjeu d'inclusion, de s'épanouir dans un environnement aussi, peut-être de traverser des situations peut-être quotidiennes d'accessibilité pas si facile que ça, peut-être se retrouver en échec un peu à l'école et puis trouver cet espace de liberté. Qu'est-ce que ça apporte le sport? Alors pour les personnes en général, on est tous conscients de ses bienfaits, mais plus particulièrement pour les personnes qui peuvent souffrir d'une certaine forme d'exclusion liée à leur handicap. Alors, au-delà du sport, moi, je pense que, nous, on voit au niveau des
des jeunes, il y a une autonomisation, une socialisation qui est assez importante. Parfois, que ce soit des enfants ou des jeunes ados ou des jeunes adultes, venir à Loisirs Pluriels, c'est leur seul espace hors de la cellule familiale. Je parle même pas de ceux qui sont en établissement, je parle vraiment de ceux qui n'y sont pas et qui n'ont que cet espace-là pour rencontrer du monde, pour ne pas être qu'avec leur famille, parce que c'est aussi ça, hein, à un moment donné, quand on est un enfant ou un jeune ado, on n'a pas envie de passer son temps tout le temps avec ses parents, de pouvoir faire en fait, aussi de se dépasser. Il y a ce côté de parfois, quand les enfants ou les jeunes en situation de handicap ont aussi des freins à se dire je ne suis pas en capacité de, je ne vais pas pouvoir faire ci ou ça, que ce soit du sport ou aller tout simplement prendre le bus pour aller à un endroit. Nous, on croit vraiment à tout ça. C'est vraiment ce collectif permet aussi à ces jeunes en situation de handicap de se dépasser, de se dire qu'ils sont en capacité de faire plein de choses, dont certaines qui parfois sont improbables. Et je dirais c'est presque plus improbable encore pour les parents. Donc c'est aussi cette image de l'enfant et de l'ado qu'on peut renvoyer à un moment donné aux parents en disant bah vous voyez, enfin oui, si il est capable de ça. On a beaucoup de parents qui nous disent mais jamais j'aurais pensé à l'emmener à la patinoire, jamais de la vie, ou parfois même au cinéma. Donc voilà, c'est aussi, je pense, cette image de soi et cette image qu'on va pouvoir renvoyer à la famille, à la fratrie parfois aussi. Voilà. Très bien. Alors justement, par rapport à cette dernière observation, Emmanuel, je me permets de relayer un petit message qui nous est donné par un internaute et qui nous dit que en fait le sport pour les jeunes souffrant de troubles de comportement, c'est aussi une occasion de changer leur image en fait, parce que quand on connaît pas ce type de handicap, on a l'impression que tout simplement ils sont mal éduqués et qu'ils sont un peu stigmatisés pour ça, et que le sport aussi, ça permet aussi de donner une autre image. Vous nous l'avez dit, Emmanuel, vis-à-vis de l'extérieur, c'est-à-dire voilà, je m'intègre, je pratique une activité dans des règles, dans un groupe, et je ne suis pas simplement le jeune turbulent. Donc merci de cette remarque de Ludovic qui vient alimenter notre discussion. Sur les bienfaits, alors on a évoqué les bienfaits des loisirs, du sport pour les personnes concernées, pour les personnes en situation de handicap, mais il y a aussi un certain nombre de bénéfices pour les aidants. Et Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les bénéfices justement pour les aidants, en l'occurrence peut-être les parents ou peut-être les travailleurs sociaux qui accompagnent ces jeunes? Est-ce que c'est quoi les bénéfices pour les aidants de favoriser la pratique du sport pour les personnes qu'elles accompagnent, qu'ils accompagnent? C'est clairement, pour moi en tout cas, le répit et le maintien dans l'emploi. Aujourd'hui, on a quand même une société qui parfois marche un peu la tête sur la tête, parce que les enfants ont alors les mercredis de libre, les week-ends, je pense à peu près 16 semaines de congés par an. On n'a pas tous 16 semaines de congés par an. S'il n'y a pas des structures comme Loisirs Pluriels, comme des clubs sportifs qui accueillent ces enfants en situation de handicap, en fait, les parents ne peuvent pas aller travailler. De la même façon, il y a des parents qui sont obligés de prendre du temps partiel parce que les horaires d'accueil de leur enfant ne correspondent pas à des horaires normaux de travail. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette notion de répit qui est très importante, de parents qui ont besoin de souffler. Il y a des parents qui font le choix d'être à temps partiel parce que le mercredi, leur enfant est à Loisirs Pluriels et que ça leur permet aussi de faire autre chose. J'ai le souvenir d'une maman, quand je suis arrivée, qui son enfant avait 12 ans. Donc, il était au centre de loisirs le mercredi. Et quand on parlait de répit, elle comprenait pas de quoi on parlait. Pour elle, il était le mercredi au centre de loisirs parce qu'elle travaillait. Et surtout, s'il n'y était pas, elle pouvait pas travailler. L'année suivante, il a eu 13 ans, donc il est passé chez les jeunes. Et donc, il n'était plus au centre de loisirs le mercredi, mais il y était le samedi. Il était à l'espace jeune le samedi. Et là, elle m'a appelée en me disant, ça y est, je comprends ce qu'est le répit. Parce que le samedi, elle pouvait aller au resto avec son mari, elle pouvait se faire un ciné, elle pouvait ne rien faire, elle pouvait prendre soin d'elle. Elle n'avait pas son fils avec elle. Et je pense que vraiment, c'est ce qui ressort le plus, c'est ce côté maintien de l'emploi
parce que le mercredi, ils sont avec nous, et répit, parce que les vacances et le samedi, ils sont aussi avec nous et que chacun peut faire ce qu'il veut, y compris s'occuper de la fratrie qui peut avoir besoin aussi des parents un peu plus présents. Très bien. Yannick, peut-être réagir sur cette question des bienfaits du sport pour les aidants. Au-delà du répit, est-ce que quand on est professionnel et qu'on accompagne une personne en situation de handicap, est-ce que la pratique du sport aussi, ça va avoir un impact sur les relations qu'on va entretenir avec la personne qu'on accompagne? Ça va avoir un impact aussi sur les progrès que peut accomplir cette personne, son bien-être et donc peut-être une plus grande facilité à l'accompagner. Ou vous voyez comme Emmanuel, cet impact positif sur les aidants que sur le terrain des répits? Alors bien souvent, effectivement, les aidants restent pendant l'activité. D'autres, effectivement, quand ils ont testé l'activité pendant une saison, ils nous font confiance, ils font confiance au club, et là, ils n'hésitent pas, effectivement, à venir, par exemple, à 9 h si c'est un samedi, et je reviens tout à l'heure à 11 h rechercher mon enfant. Voilà. Mais parce que le travail a été fait, et c'est long également pour l'aidant d'arriver à s'extraire et puis à laisser l'enfant présent. Et ce qui est remarquable également, c'est que parfois, dans des clubs, vous avez 3, 4, 5 enfants de familles différentes, et donc du coup, les parents se retrouvent, et puis ils regardent même plus l'enfant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont un peu à l'extrait de la salle ou dans un hall à côté, et puis ils discutent entre eux. Et ça leur permet, pendant que l'enfant fait l'activité, de pouvoir discuter, échanger de tout, de rien, enfin d'activité, de leur enfant peut-être, je ne sais pas de quoi ils parlent, parce que du coup, moi, je ne suis pas dans la conversation là, mais en tout cas, ils recréent des liens, et c'est un moment pour eux de socialisation, et même pour les petits frères, parce que la fratrie, il peut arriver que pendant ce temps-là, comme l'enfant qui a des besoins effectivement d'être, que l'activité ait du sens pour lui, et puis qu'il s'accroche à l'activité, pendant ce temps-là, la petite sœur ou le frère peut aller faire une autre activité sur un terrain à côté. Et ça, c'est quand même bien, c'est super. Ouais, donc pour les aidants, c'est un super outil là. Ouais. Très bien. Alors, on s'approche de la fin de l'émission. On a parlé de nombreux sujets. Je sais pas pour l'instant. Alors, je regarde un petit peu les questions des internautes. Alors, on a une première réaction en fait, et une question puisqu'on a un peu parlé, on a analysé au global les choses, mais peut-être est-ce qu'on peut donner cette information un petit peu plus pratique, de se dire quel conseil très pratique on peut donner aux aidants. Alors encore une fois, quand on dit aidants, c'est aidants professionnels et non professionnels, pour permettre aux personnes qu'ils accompagnent d'accéder au sport et aux loisirs. Alors je ne sais pas qui souhaite répondre en premier sur cette question, ou peut-être Emmanuel. Est-ce qu'il y a des lieux ressources? Est-ce qu'il y a des endroits où on peut aller? Est-ce qu'il faut aller voir les clubs de sport, les associations? Voilà, c'est quoi les conseils pratiques que vous aimeriez donner, Emmanuel, sur ce sujet? Je pense qu'effectivement, il y a de nombreuses plateformes de répit, plateformes, les communautés 360 qui peuvent accompagner les familles, qui sont pas forcément très bien connues. Donc, je pense que déjà se rapprocher de ces plateformes-là pour avoir des idées de où se rendre sans se prendre un mur. Parce que parfois, c'est aussi ça. On arrive dans un centre de loisirs, dans un club sportif, qu'importe, et en fait, c'est pas du tout adapté. Il va pas y avoir les professionnels qui vont pouvoir accompagner l'enfant un peu en individuel. Enfin, il y a pas mal de choses. Donc déjà se renseigner, je pense, alors avec la MDPH bien sûr, mais auprès des plateformes qui peuvent exister. Et puis ne pas hésiter quand même à se rapprocher des clubs, à expliquer les choses. C'est-à-dire que parfois il suffit pas grand-chose. Je le disais tout à l'heure. Il y a effectivement, quand on a besoin de tout adapter au niveau du local, au niveau du transport, au niveau de l'activité, ça peut parfois être un petit peu insurmontable. En fait, tant qu'on n'en parle pas, on n'aura pas la réponse. Je pense qu'il faut aussi déjà pousser ses portes et se laisser la possibilité d'avoir un oui, parce que parfois on est aussi tout de suite à se dire ça va être non.
on va nous le refuser. Mon enfant s'est fait jeter de partout parce que ça marche pas, parce que quand il est dans un groupe, il est pas bien, et donc on se met des barrières parfois, alors que alors je dis ça, je trouve que c'est très dommage parce que c'est souvent des histoires de personnes, mais qu'il suffit de tomber sur parfois la bonne personne, le bon club, la bonne oreille, pour que finalement on puisse aller plus loin. Et pas se mettre de barrières, je pense que c'est vraiment important. Je dis pas que ça marche tout le temps, hein, pas du tout, mais il faut se laisser cette possibilité d'avoir un oui et pas partir tout de suite sur ça va être un refus. D'accord, très bien. Yannick, peut-être quelques conseils pratiques, hein. Emmanuel a évoqué effectivement cette nécessité de dépasser cette fameuse auto-censure, hein, de se dire ça va pas marcher, on va pas le faire de toute façon. Est-ce que au-delà de ces obstacles un peu personnels qu'il faut lever, il y a des lieux, ressources où voilà, on peut aller voir quelqu'un qui va directement vous orienter et vous dire vous pouvez aller là, là et là, où c'est un peu il faut faire un peu le chercheur d'or, voilà. Si vous êtes dans le territoire de Belfort, vous venez à l'MDPH, rencontrez le référent sport. Non, mais c'est vrai, c'est ce qui simplifie, c'est-à-dire que répondre à la loi d'un guichet unique, la loi de 2005, c'est d'avoir un guichet unique pour l'école, pour le logement, et vous avez une personne qui est là pour évaluer votre projet. Et pourtant, le sport qui fait partie, et les loisirs et la culture qui font partie de la loi de 2005, c'est les nouvelles orientations, les projets de vie. Vous n'avez personne qui est en face dans un département. Sauf dans le territoire de Belfort. Alors, je vais donner l'exemple, celui que je connais. C'est tellement simple pour une famille de se dire, tiens, je voudrais, et dans le fil directeur, faire une activité sportive. Il y a une personne qui va me mettre en lien et m'aider à trouver une offre qui peut correspondre à ma demande. Parce que l'offre, la déficience et les besoins de l'enfant vont orienter une offre également. Une activité du foot, du handball, de l'escalade, vous avez la nature va être complètement différente de l'activité, entre les ressources et puis les capacités que ça nécessite. Quand vous avez un professionnel qui vous guide, qui vous oriente, qui vous conseille sur une activité qui peut être adaptée et vous trouve un club qui est bien adapté, orienté pour vous, c'est plus facile. Emmanuel disait, pour une famille, effectivement, allez-y. Moi, c'est ce que je dis aux aidants. Osez aller frapper aux portes. Allez-y maintenant. Quand vous avez 1, 2, 3 refus, à chaque fois, vous prenez une porte en disant, mais bon, allez, c'est pas pour moi. Et pourtant, moi, j'ai des familles qui viennent et me disent, mais ok, mais on ne savait pas. Ça fait 2 ans, 3 ans, on ne savait pas que c'était possible. Donc, moi, je rejoins. C'est possible. Encore une fois, un conseil d'administration aujourd'hui peut vous dire non. Et puis, dans un mois, après une assemblée générale, comme par magie, l'activité est accessible. Et c'est souvent affaire de personne, Emmanuel l'a dit. Et donc, j'irais oser, allez-y. C'est pour ça, en préambule, je disais, il y a un référent sport dans le territoire de Belfort. Il ne devrait pas y en avoir qu'un ici, ça devrait être étendu. Et donc, je suis content d'avoir participé à cette émission pour montrer que c'est possible, qu'il y a des choses qui peuvent changer. Emmanuel a parlé aussi de la communauté 360. Et on en est là également, c'est d'arriver à réunir, comme son nom l'indique, à 360 des associations médico-sociales, les structures publiques, associatives, etc., pour parler au son d'un projet commun. Ça, c'est important. Ouais. Très bien. Ouais. Il y a une autre question. En fait, effectivement, on est sur la continuité d'un événement qui nous a tous beaucoup marqué, ces fameux Jeux olympiques et Jeux paralympiques. Il va y avoir normalement un héritage, enfin en tout cas c'est ce qui est promis en termes de pratique du sport. Est-ce que peut-être je vais poser la question en premier à Yannick, mais est-ce que vous avez le sentiment justement qu'il y a une espèce de dynamique qui a été créée à la suite de ces Jeux paralympiques? Est-ce que vous pouvez constater ou est-ce que vous espérez qu'il y ait une dynamique qui soit déclenchée par cet événement planétaire pour favoriser une plus grande pratique du sport des personnes en situation de handicap? Puisqu'on parlait d'autocensure du côté des aidants, est-ce qu'il n'y a pas de l'autocensure qui a sauté aussi du côté des personnes elles-mêmes? Les Jeux paralympiques ont permis de montrer que des personnes qui avaient des déficiences assez sévères pouvaient faire une activité, se faire plaisir et accéder au haut niveau.
On a eu la Française qui a été championne paralympique de boccia, le parallèle de la pétanque. La boccia n'était pas connue et pourtant dans le réseau handisport, ça fait dizaines d'années que c'est connu. Et ben, on a des demandes des personnes qui nous disent, on voudrait faire de la boccia et qui viennent en fauteuil. Je dis, ok, vous pouvez faire de la boccia, mais vous avez aussi du tir sportif, vous pouvez faire du tir à l'arc et vous pourriez même faire de la boxe en fauteuil. Enfin, donc, elle a permis effectivement de se dire, moi, je voudrais faire telle activité, mais elle s'imaginait même pas qu'à côté, elle pourrait faire d'autres activités. Donc, je pense que les jeux nous ont amené au moins une belle image. Et puis, au niveau de la représentation et les médias et les caméras, d'avoir filmé les sportifs, les guides, enfin, c'est du sport de haut niveau. Alors, il y a le haut niveau, il y a le loisir. Et également, les structures de loisirs, écoles, ont vu les jeux et se disent ah ouais, mais ça peut être un super outil d'animation. Là, on est vraiment dans l'animation, c'est pas des clubs de sport et qui nous sollicitent pour dire venez nous présenter du basket fauteuil, venez nous faire du guidage en aveugle, venez. Et donc là, on a été beaucoup plus visible. Et donc c'est hyper intéressant parce que ça permet effectivement d'avoir d'autres partenaires et puis une autre dynamique. Donc oui, les jeux ont été une belle vitrine, je pense, et puis que ça puisse rester sur cette dynamique. Ouais. Emmanuel, peut-être réagir sur cette question de l'impact des jeux et notamment sur le fait justement de découvrir des nouvelles pratiques, parce que il y a le sport, on pratique le sport, mais on découvre un sport, ça peut être aussi l'objet d'une animation, de quelque chose d'un peu plus éducatif qui relève du loisir. Est-ce que vous sentez vous aussi que il va y avoir une dynamique qui va peut-être devenir un petit peu plus durable, enfin en tout cas on l'espère à la suite de ces Jeux, j'insiste paralympiques, parce que les Jeux olympiques, voilà, mais surtout la dernière étape de l'été avec ces Jeux paralympiques. Je sais pas, je ne sais pas si ça va avoir un impact. Moi, je sais qu'à Loisirs Pluriel, on n'a pas attendu les Jeux paralympiques pour être partenaire partout avec handisport et sport adapté. Donc, j'espère que ça aura un impact pour développer, pour pouvoir sensibiliser les clubs et n'importe qui, je dirais tout le monde au sport adapté. Mais moi aujourd'hui, j'ai pas l'impression aujourd'hui que nous on soit allé plus loin par rapport à ce qu'on faisait déjà avant, et que aujourd'hui pour moi le sport de toute façon devrait faire partie du quotidien de tout le monde, en situation de handicap ou pas. Donc là, je rejoins complètement Yannick sur ce qu'il disait tout à l'heure. Je suis convaincue aussi du bienfait de tout ça. La vitrine, elle était importante. Est-ce que ça va avoir un impact sur le long terme? Je ne saurais pas répondre. Très bien. Écoutez, peut-être qu'on pourrait se reparler d'ici quelques mois ou une année pour faire un bilan justement de l'impact des Jeux paralympiques sur la pratique du sport des personnes en situation de handicap. On verra tout ça, c'est un peu l'inconnu. Emmanuel, Yannick, je vous remercie beaucoup pour ces contributions très très intéressantes, très variées, avec ce fameux phénomène de ces jeunes en situation de handicap psychique qui est sans doute un des éléments sur lesquels il faudra se pencher dans les mois et les années à venir. Je salue nos spectateurs pour leur attention, leur participation, les quelques questions. Nous allons vous transmettre une enquête de satisfaction très courte pour évaluer la qualité de ce webinaire. Je vous signale aussi que le replay du webinaire sera disponible sur le site d'Anytime, sur notre compte LinkedIn, un espace sur lequel vous pourrez trouver de nombreuses actualités utiles au secteur social et médico-social. Et je vous donne rendez-vous le 14 novembre, donc c'est la semaine prochaine, pour une nouvelle émission qui va évoquer le thème de la prévention de la fraude dans les structures du secteur social et médico-social. En attendant, je vous souhaite une très belle journée sur Anytime. Au revoir.